Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui au soleil, dans le jardin, pour vous parler d'un roman que j'ai lu sous forme de service presse. C'est bien, ça permet de découvrir des auteurs indépendants. Enfin là, franchement, c'est quelque chose que j'aurais jamais lu du tout, si on me l'avait pas proposé. Il s'agit de La soif des cités de Mathilde Rochereau. Et alors c'est marrant parce qu'il y a, entre ce que moi j'ai ressenti de ma lecture et ce qui était présenté par l'auteur, il y a quand même une grosse différence qui n'est pas très importante, mais c'est marrant parce que j'ai pas eu l'impression de lire cette histoire-là. Mais c'est une dystopie qui est quand même assez intéressante. Et d'ailleurs, je remercie Mathilde Rochereau parce que elle m'a quand même confié ce roman pour que j'en parle et que je donne mon avis. Donc c'est super sympa et merci beaucoup. Je vais commencer par vous parler de cette fameuse dystopie parce qu'elle a un accent de rébellion et d'humanité. Ce roman pour moi est marquant. La soif des cités s'impose quand même par sa singularité déjà et surtout la particularité de son univers. Il y a une espèce de profondeur dans les thématiques et donc l'héroïne aussi, dont je vais vous parler après, qui est très complexe, qui traverse cet univers. Elle s'appelle Oran et à travers ses pas, c'est une jeune fille survivante qui a été marquée vraiment visiblement à jamais par un drame qui est à l'origine de tout ce qui va se passer après. Et l'auteur livre là-dessus un récit très dense, assez original, et malgré tout qui reste terriblement humain. Alors malgré ses failles évidemment, mais je me suis retrouvée plongée dans un monde en guerre où l'eau devient un instrument de pouvoir. Alors ça, c'est pas tellement dystopique parce que je pense que ça l'est déjà. Et finalement, ce roman, il interroge avec beaucoup d'acuité les mécanismes de la domination, de la survie, de la justice. Et c'est ce que j'ai apprécié pour parler d'une généralité. Pour vous intéresser un petit peu plus à cette lecture, c'est vrai que il débute de façon assez violente. Il y a un assassinat, le silence et de la survie, et dans les premières pages, j'ai été vraiment saisie par cette scène qui est d'une brutalité vraiment horrible, je dirais. C'est une toute petite fille qui est allée jouer, et donc elle s'appelle Oran, qui assiste au meurtre de ses parents par les myrmidons, une sorte de... Je vais pas dire police, parce que quand on dit ça, il y a quand même une notion de loi, là c'est un peu n'importe quoi. Et ce sont les bras armés impitoyables de la cité d'Orbis. Et cette petite fille est là, et finalement c'est uniquement parce que il y a un souci sur le fait de tuer un enfant. Ils sont convaincus qu'elle s'en sortira pas, elle est dans la neige, elle est petite, donc elle va mourir de faim, de froid, et eux auront les mains, ils n'auront pas son sang sur les mains. Bon, ça c'est leur point de vue, c'est pas forcément le mien, mais ce trauma initial, ben
va façonner toute la trajectoire de ce personnage. Et l'écriture est assez immersive, elle nous plonge immédiatement, hein, on n'a pas une très longue introduction. Elle nous plonge tout de suite dans une ambiance qui est pesante et qui est vraiment entre tension, il y a le chagrin, mais se développe une soif de vengeance. On sent une détermination chez cette petite fille en pensant effectivement qu'elle survivra pas, mais cette entrée en matière laisse ensuite aucun répit. C'est vraiment le déclencheur du périple d'Oran, parce que oui, elle a survécu, et on voit sa transformation elle est marquante, cette transformation, parce que cette petite fille devient une figure vraiment solitaire, farouche et hantée par ce qu'elle a vécu. Alors on ne le sait pas parce qu'on la retrouve bien d'années plus tard, donc ça survit dans les bois. Elle a un lien quasi mystique avec un faucon qui est nommé Perce-Neige. Et puis son regard perçant sur les cités en guerre. Tout ça, ça pose les jalons d'une quête intérieure et quand même d'une très rare intensité. Cette héroïne, parce que bon, c'est quand même le personnage principal du roman, est très ambivalente, parce qu'elle est elle est très souvent enragée, mais on sent souvent en elle une intégrité et beaucoup d'attachement. Alors évidemment, ça va peut-être pas durer vu ce qui lui arrive, mais Oran, c'est vraiment pas l'héroïne classique. Déjà, c'est ce qu'on appelle une errante. Donc, elle n'est ni dans une ville ni dans l'autre. C'est une survivante qui est nourrie par la rage, vraiment, la douleur, bien que parfois elle ait une certaine noblesse morale qui peut lui jouer des tours. Elle tue pas forcément pour le plaisir, même si elle est devenue une tueuse redoutable, mais elle agit dans une logique personnelle, avec une éthique assez intime qui s'est forgée dans l'adversité. Et ce paradoxe-là, c'est une violence froide alliée à une droiture qui est parfois émouvante, rend le personnage vraiment attachant. Enfin, moi en tout cas, je me suis beaucoup attachée à Oran parce que elle m'a marquée. C'est assez rare ce rôle de petite fille qui devient comme ça. Et son lien avec Perce-Neige, qui peut ressortir un peu comme un animal totem, ça souligne cette humanité fragile qui subsiste en elle. On sent une petite fille déchirée entre sa solitude, je vais dire imposée, mais c'est elle qui se l'impose, et une envie sourde d'appartenance. Donc à travers elle, l'auteur, pour moi, explore des thèmes assez forts. Il y a l'identité. Je ne sais, parce qu'on ne sait pas vraiment comment s'est construite cette petite fille. La vengeance, une part de loyauté, mais il y a aussi le poids du passé et on se pose la question s'il y a un possible pardon pendant tout le roman. C'est vrai que c'est une question qui se pose. Il y a donc elle, en tant qu'errante, hein, vous imaginez bien qu'on voyage pas mal, mais on découvre aussi un monde dystopique qui est riche entre des cités très orgueilleuses et d'un autre côté des peuples de l'ombre
l'univers de la soif des cités, c'est vraiment le grand point fort du roman. C'est deux mégalopoles, donc il y a Orbis et Perspicaris, qui se livrent une guerre larvée pour l'eau. Enfin, vous verrez que je peux pas vraiment le développer, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas c'est une denrée rare qui est devenue objet de conquête. Et cette guerre de la soif, c'est vraiment pas un simple décor, c'est le miroir de... Moi je le vois comme le miroir de nos enjeux contemporains. Parce que la raréfaction des ressources, les conflits géopolitiques, les dérives totalitaires, c'est, pour moi aujourd'hui, ce n'est plus de la dystopie. C'est dans les marges, ouais, c'est dans ces marges que le récit prend en fait toute sa force, parce qu'on est loin des cités. Il y a les peuples de la forêt qui n'ont surtout pas envie de se mêler de tout ça, qui sont discrets mais qui sont essentiels en fait, parce qu'ils offrent un contrepoint assez fascinant à l'univers oppressant des puissants. Donc ça montre aussi qu'on peut quand même toujours se débrouiller en marge, même si vous verrez la débrouille c'est pas toujours l'idéal, mais ils vivent dans l'ombre et ils sont les gardiens finalement d'un autre mode de vie qui est plus respectueux, qui est plus ancien aussi. Et ce contraste entre domination brutale et résistance discrète, ça leur plaît pas quand même ce qui se passe, hein, et ben ça enrichit considérablement le propos. Ça donne aussi éventuellement beaucoup de choses à développer, mais je vais pas développer les thèmes parce que sinon on n'en finira jamais. Et alors par contre, il y a un petit quelque chose que je voudrais souligner, c'est au niveau de la plume de l'auteur, c'est une plume qui est immersive. Mais par contre, il y a des maladresses formelles, et ce qui est très curieux, c'est qu'en général, quand il y a vraiment trop de coquilles, on va dire, dans un bouquin, ça c'est agaçant. Et moi j'ai souvent abandonné des premiers romans pour ce genre de choses, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de correction et que en fait ça passait au-dessus de l'histoire. Là, pas du tout. Pour moi, la grande réussite du roman réside surtout dans ce style d'écriture immersive et visuelle, parce que Mathilde Rochereau excelle à décrire les paysages, les mouvements, les émotions, et on le sent, le souffle de la forêt, on sent la moiteur des tunnels, la tension des combats. Le rythme, il est soutenu, il est ponctué, et il y a pas mal de rebondissements qui sont quand même bien menés et qui tiennent en haleine. Mais je ne peux pas ne pas parler des nombreuses coquilles qui jalonnent le texte, et ça c'est dommage, parce que même si elles ne ternissent pas totalement l'expérience de lecture, parfois elle en a brisé pour moi la fluidité. Et c'est curieux, alors peut-être après que c'était pas le modèle définitif, hein, mais une correction éditoriale bien approfondie serait quand même bienvenue pour porter cette œuvre à son plein potentiel, et du potentiel franchement il y en a, donc c'est vraiment vraiment dommage. Alors la fin est ouverte, et je sais pas encore si je suis frustrée ou si j'attends une suite. Il y a un dénouement qui m'a laissé un goût très amer, beaucoup trop abrupt, trop énigmatique, et qui semble en décalage avec l'ampleur de la quête entreprise. Ça fait un peu j'ai bâclé la fin. Mais je me suis dit après que c'était peut-être voulu,
parce qu'après tout, un auteur peut avoir l'intention de prolonger son aventure, et si tel est le cas, alors cette fin n'est plus frustrante, mais elle devient plutôt un prélude à quelque chose de plus vaste. Par contre, je ne sais pas du tout hein, si on va continuer à suivre Oran dans un autre, j'en sais rien. Mais c'est vrai que cette fin, elle est assez bizarre. Et ce choix narratif ouvre, dans tous les cas, de nombreuses pistes de réflexion sur le devenir d'Oran, le sort des cités, les enjeux profonds que soulève ce conflit hydrique. C'est vrai que les cités, j'en parle, mais en fait, c'est pas ce qui ressort le plus dans le fil de lecture. Donc, c'est plus une dystopie engagée et très captivante à lire pour son univers, son héroïne et ses résonances. Donc, bon. Voilà, pour moi, La Soif des Cités, c'est une dystopie de caractère, elle est originale, elle est engagée au niveau environnemental et elle mérite d'être lue, malgré ses imperfections. Puis de toute façon, vous l'aurez peut-être sans imperfection. Hein. Et son héroïne, Oran, hante... c'est vrai que c'est le genre de personnage qu'on n'oublie pas. Elle peut vous hanter très longtemps et l'univers reste dense, il reste cohérent, il pousse à la réflexion. C'est thématique, alors elle a la violence, la justice, l'écologie, la quête identitaire. Ça résonne vraiment énormément dans notre époque qui est vraiment troublée. Mais ce n'est que mon avis. Alors, peut-être que vous avez lu La Soif des Cités. Et dans ce cas, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez d'Oran, de ces cités en guerre, disons, pas vraiment une guerre, mais c'est plus manipulatoire, disons, et de cette quête de vérité et de vengeance. Donc vous pouvez, comme d'habitude, partager vos impressions, soit en commentaire sur l'article du blog, ou sur les réseaux, voilà. En tout cas, j'ai hâte de lire vos ressentis, vos coups de cœur et vos frustrations. Et puis vous me direz si j'avais ou pas une version originale, parce que c'est tout à fait possible. Et j'ai pas posé la question à l'auteur. En général, je le fais, et là, j'ai vraiment pas eu de temps. Et j'espère qu'elle ne m'en voudra pas d'avoir parlé de ces petites coquilles. Alors il fait très beau, j'espère que ça va continuer toute la semaine. Je vais vous souhaiter de très belles journées, profitez du soleil, et moi je vous dis à la prochaine.